RDC, en guerre pétition contre Kamere, Tshisekedi doit stopper les institutions et déclarer l'état d'urgence. C'est pas comme ça, chaque jour, on va 50, 20 et de marcher, on va vous dire les coups de balle. Mais si tu veux le vivre, c'est ça la France. C'est pas ça. Nous donnons pour nous donner comme cadeau le message. Maman, c'est que maintenant là, on a commencé à signer la première chose que tous les fois de temps, on est c'est ça la démocratie. Non, pour les attendre la démocratie, pour les destituer pour incompétence. Wow. J'ai demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différences. Je vous remercie. Merci. Au moment où la République démocratique du Congo tente de reprendre l'initiative sur le front sécuritaire et diplomatique, une crise s'ouvre au cœur de l'Assemblée nationale. Des députés déposent des pétitions visant à déchoir Vital Kamerhe et des membres de son bureau, dénonçant une gestion opaque et le blocage des mécanismes de contrôle. Faut-il y voir un sursaut républicain ou une diversion qui affaiblit l'État au moment le plus critique? Ce récit plonge dans les coulisses d'une bataille institutionnelle qui met à nu les fractures d'un système à bout de souffle et interroge la responsabilité de Félix Tshisekedi. Tenir la ligne de l'état de droit sans laxisme, restaurer l'autorité sans glisser vers l'arbitraire, et surtout, éviter que la scène politique
ne devienne la meilleure alliée de l'instabilité. La scène, ce jour-là, aurait pu passer pour un épisode ordinaire d'une démocratie agitée. Une plénière s'achève. La tension a flotté dans l'hémicycle, palpable, presque lourde. Puis un groupe de députés, organisé de longue date, quitte la salle avec une détermination qui ne doit rien au hasard. Direction, le cabinet du premier vice-président Isaac Chilumbayi. Dans leurs mains, des pétitions soigneusement rédigées, et à leur côté, un huissier de justice venu attester du respect des formes. L'intention est claire. Faire constater le dépôt, forcer l'État à regarder le miroir qu'ils tendent, y lire non pas des querelles personnelles, mais des griefs institutionnels. Ils l'affirment. Plus de 200 signatures ont été réunies. C'est plus qu'un chiffre, c'est un signal adressé au sommet et à l'opinion. Le seuil de recevabilité est dépassé. Le pays doit écouter. Ce n'est pas la première fois que le Parlement congolais se transforme en théâtre d'affrontements politiques. Mais depuis que l'Est du pays vit au rythme d'une guerre hybride, l'hémicycle ne peut plus se comporter comme un îlot indifférent au fracas du dehors. Les députés pétitionnaires reprochent au bureau Caméré une gestion opaque des finances, le mépris de la situation sociale des députés, un vote des lois dans la légèreté, et des retards, voire blocages, des moyens de contrôle parlementaire. Chaque expression est pesée. Opaque convoque l'imaginaire de l'ombre. Légèreté suggère une démocratie superficielle. Blocage dit la paralysie d'un pouvoir qui s'auto-entrave. Dans une démocratie, les mots des parlementaires ont une charge performative. Ils n'expriment pas seulement un malaise, ils obligent à y répondre. La suite a des allures de scène symbolique. Quelques instants après, les mêmes élus se rendent au cabinet de Vital Caméré pour y déposer copie des pétitions. Mais les portes sont closes. Bureau fermé, le geste, en apparence anecdotique, prend la dimension d'une métaphore politique. Une majorité qui veut s'exprimer, un bureau qui se retranche, un pays qui réclame des comptes et des clés qui manquent. Les initiateurs insistent. Ce sera aujourd'hui. Il n'est pas question de prolonger l'ambiguïté. Un huissier consigne, l'histoire enregistre. Qu'implique ce seuil de signature? D'abord que la contestation dépasse la figure d'un opposant isolé. Elle a trouvé une masse critique. Le nom de Crispin Mbindul, député passé de l'UNC à l'UDPS, revient comme un symbole de ce glissement tectonique. La contestation ne vient pas seulement de la périphérie. Elle traverse la colonne vertébrale de la majorité. Un ancien proche qui signe une pétition contre l'allié de hier, cela signifie que les lignes bougent pour de bon. Les calculs individuels existent toujours, mais l'institution parle, et elle parle fort. Reste la question centrale. Que faut-il faire quand l'Assemblée nationale se met à juger son propre bureau au moment où le pays est confronté à une agression extérieure et à une guerre par procuration? Certains, excédés par la lenteur, souhaitent que le président intervienne, et tranche comme un glaive, arrête tout et se comporte en dictateur, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli et que l'ennemi soit repoussé. Le cri peut se comprendre dans sa dimension émotionnelle. Lorsque la nation saigne, le désir d'un commandement sans friction ressurgit. Mais l'histoire, toujours, impose la prudence. Un État qui gagne la guerre en renonçant à son droit, perd la paix qui vient après. Les Congolais n'ont pas chassé une tyrannie pour en épouser une autre, fût-elle provisoire et drapée de bonnes intentions. Le dilemme n'est pas théorique. Il est terriblement concret. Félix Tshisekedi gouverne un pays où l'ennemi avance avec des milices habillées d'ambiguïté et de déni, où la logistique du front dépend de décisions prises à Kinshasa et où la parole de l'État doit rester crédible, autant à Goma qu'à Washington.
à Kigali qu'à Doha. Exiger la fermeté ne signifie pas approuver l'illégalité. Réclamer l'ordre ne justifie pas l'arbitraire. La vraie autorité ne se résume pas à l'autoritarisme. Elle consiste à rendre la loi plus rapide que la rumeur, plus précise que la colère, plus efficace que la corruption. C'est là que les pétitions contre le bureau caméré prennent un sens qui dépasse la vie interne du Parlement. Elles posent, de façon frontale, la question de l'exemplarité des élites dans un temps de guerre. Peut-on demander aux soldats d'être héroïques quand l'élu ne parvient pas à être transparent? Peut-on appeler les civils à la discipline si l'Assemblée, matrice du contrôle, donne l'impression de s'absoudre des règles qu'elle impose aux autres? Le discours sur l'effort de guerre se fracasse si la maison mère, Kinshasa, semble oublier que la première bataille est celle contre l'impunité. Les griefs listés par les pétitionnaires méritent d'être examinés l'un après l'autre, non pour humilier des personnes, mais pour réparer des institutions. Gestion opaque des finances. La transparence budgétaire n'est pas un luxe moral, c'est un outil de performance. Dans une assemblée, chaque franc détourné n'est pas seulement un délit, c'est un vote rabougri, un contrôle affaibli, une loi mal préparée. À la question de la situation sociale des députés, certains ricaneront. Pourquoi se soucier de représentants qui disposent de privilèges? C'est une erreur. Un député humilié matériellement, fragilisé par des retards de frais ou des inégalités de traitement, devient un agent économique en quête de rente. La probité a un coût. Il faut l'assumer. L'éthique n'avance pas à jeun. Vote des lois dans la légèreté. L'Assemblée s'expose ici à une critique redoutable. La loi, surtout en période de crise, doit être l'acier qui maintient le pont. Si elle devient un papier que l'on froisse au gré des urgences, tout l'édifice tremble. Voter à la hâte, c'est parfois nécessaire. Voter à la légère, c'est toujours dangereux. Enfin, retard ou blocage des moyens de contrôle revient à renoncer à la respiration démocratique. Sans contrôle, la majorité s'étouffe d'elle-même, perd le sens du réel, ignore les signaux faibles, se prive des correctifs qui évitent les fautes fatales. Cette affaire camérée ne peut pas être réduite à un règlement de compte personnel. Elle se produit dans une trajectoire où le pays a déjà connu des épisodes de confusion entre ambition politique, usage des ressources publiques et stratégie de survie. Ce n'est pas un secret. Trop de responsables, dans l'administration comme dans l'armée, s'accommodent de réseaux parallèles, d'alliances nocturnes et de loyautés fluctuantes. C'est ce que résume la colère de ceux qui dénoncent des traîtres au sein des institutions et des forces de défense. Le mot est brutal, mais il renvoie à un fait têtu. Toute guerre de longue durée finit par révéler la qualité exacte des chaînes de commandement. Les maillons faibles y apparaissent, les alliances souterraines remontent à la surface, les compromissions deviennent lisibles. Faut-il, dès lors, que Tshisekedi intervienne au sens fort, s'affranchisse des lenteurs, bouscule les procédures, impose un cap à la hussarde? L'option est séduisante pour les impatients. Elle est dangereuse pour la République. Il existe un chemin plus exigeant, donc plus solide. Soumettre cette crise parlementaire à des mécanismes qui accélèrent le droit sans l'annuler. Le premier de ces mécanismes est l'audit. Pas un audit cosmétique, encore moins une vengeance déguisée, mais un examen contradictoire, mené par une instance externe, avec publication des conclusions. En période de suspicion, la vérité doit être mise en scène. Expertise indépendante, calendrier public, débat en séance, vote assumé. Ce qui se discute dans les couloirs doit se résoudre à la lumière. Le deuxième mécanisme touche au rythme des lois et du contrôle. Il ne suffit pas
de reprocher la légèreté. Il faut la prévenir. Comment? En imposant un calendrier législatif priorisé avec des études d'impact préalables, des auditions ouvertes et un tableau de bord consultable par tous. La démocratie, pour être crédible, doit être lisible. Quand l'opinion voit la loi naître, grandir, être contrôlée, elle accepte mieux les sacrifices demandés par la crise. Le troisième mécanisme concerne directement l'exécutif. Lorsque le Parlement vacille, l'exécutif ne doit pas le remplacer, mais le soutenir. Cela suppose de renoncer aux tentations de pilotage de l'hémicycle par procuration. L'État a besoin d'un Parlement debout, pas d'une chambre d'écho. Au-delà de l'ingénierie institutionnelle, il y a une pédagogie politique à renouer. Le pays n'a pas seulement besoin de décisions, il a besoin d'un récit qui remet chaque acteur à sa place. Vital Kamerhe, figure centrale et clivante, incarne pour certains l'habileté politique, pour d'autres, le compromis permanent. La question n'est pas de le diaboliser, mais de rappeler qu'aucune carrière ne prime sur la santé de la République. Si les griefs sont fondés, l'honneur consiste à les affronter. S'ils ne le sont pas, la défense doit se faire devant la nation, pas dans l'opacité des portes closes. Une institution mature ne craint ni l'examen, ni le verdict. Reste la hantise du moment. Et si tout cela n'était qu'une distraction, une bataille de blasons, pendant que l'ennemi martèle la frontière, le risque est réel. La meilleure façon de dissiper le soupçon, c'est de lier explicitement la réforme parlementaire à l'effort de guerre et de paix. Chaque mesure de transparence doit être accompagnée d'une conséquence opérationnelle. Économie budgétaire affectée au soutien des unités engagées. Priorisation des lois liées à la sécurité. Évaluation trimestrielle des politiques publiques en lien avec la stabilisation de l'Est. C'est un pacte à proposer à la nation. En échange d'un Parlement responsable, le pays gagne des ressources, de la cohérence et du temps. Ce pacte suppose une discipline collective. Il serait illusoire d'exiger du président qu'il règle tout par décret ou par colère. Il n'existe pas d'homme providentiel qui puisse, seul, neutraliser des années de pratiques dévoyées. En revanche, un chef de l'État peut tracer une ligne rouge et s'y tenir. Aucune tolérance pour les opacités financières, aucune impunité pour les blocages délibérés, aucun marchandage avec l'éthique. Cela ne nécessite pas des coups d'éclat autoritaires, cela exige des décisions répétées, documentées, contrôlées. La force tranquille d'un État tient à sa capacité de produire des actes conformes au droit à un rythme plus rapide que la délinquance institutionnelle. À ceux qui réclament qu'ils arrêtent tout pour ne se concentrer que sur la guerre, une réponse s'impose. La guerre moderne ne se gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les institutions. Un budget sain, un parlement exigeant, une justice opérationnelle, ce sont des armes. Une armée qui combat pour un État qui tient sa parole, c'est une armée qui combat plus longtemps et mieux. Inversement, un front peut gagner une bataille et perdre la campagne si l'arrière se décompose. La stratégie consiste donc à mener deux combats à la fois, contre l'agression extérieure et contre les routines internes qui affaiblissent la République. Dans ce contexte, la figure de Crispin Mbindul, UDPcien et ancien de l'UNC, est éclairante. Elle rappelle que la loyauté véritable ne consiste pas à protéger des personnes, mais à défendre des principes. Signer une pétition contre son ancien camp, ce n'est pas trahir, c'est refuser de confondre amitié et responsabilité. La politique congolaise a trop longtemps fonctionné au code implicite. On protège les siens, on attend son tour, on négocie dans l'ombre. Cette culture doit se renverser. Le nouveau code pourrait tenir en 3 verbes. Expliquer, assumer, corriger. Expliquer ce qui est reproché, assumer la procédure, corriger
ce qui doit l'être. Ce renversement culturel passe par des gestes concrets. Publier les dépenses de l'Assemblée, ligne par ligne, sur un portail accessible. Rendre obligatoire les études d'impact pour toute loi dépassant un certain seuil financier. Créer une cellule d'alerte parlementaire qui enregistre et rend public les tentatives d'ingérence ou de pression sur les commissions. Instaurer une rotation des responsabilités au sein du bureau pour éviter les baronnies. Revaloriser, de façon transparente, les conditions matérielles des députés, en les liant à des obligations de présence, de participation et de reddition de comptes. Ces mesures coûtent moins cher qu'un scandale et rapportent plus que 1000 discours. On objectera que l'urgence est ailleurs, que l'Est attend, que les forces vives réclament des résultats. C'est précisément pour cela qu'il faut régler la crise au Parlement sans délai et sans convulsion. L'outil existe. Les pétitions ont franchi le seuil. Un huissier a validé le dépôt. La procédure peut suivre son cours. Il appartient maintenant à l'Assemblée de prouver qu'elle est capable de se juger elle-même sans se suicider. Un vote clair, une éventuelle recomposition du bureau, un calendrier de réforme, et l'hémicycle pourra, enfin, revenir à l'essentiel. Légiférer, contrôler, représenter. Le rôle du président, dans ce tableau, est singulier. On attend de lui qu'il protège l'état de droit dans un moment où beaucoup le somment d'endosser une posture de dernier recours. Il peut répondre par la stratégie, non par la gesticulation. Par exemple, en fixant 3 priorités qui s'emboîtent. D'abord, sécuriser la chaîne de commandement militaire par une politique de vérification renforcée des loyautés et de lutte contre les connivences internes. Ensuite, exiger du Parlement une clarification rapide de sa gouvernance avec un audit indépendant et un vote. Enfin, lier ces 2 chantiers à un plan d'efficience budgétaire dont les économies iront, de manière traçable, aux opérations et à la résilience des populations affectées. Ce triangle d'action fabrique de l'autorité sans empiéter sur la loi. Cette autorité doit aussi parler. Trop souvent, le pouvoir laisse la rumeur gouverner l'imaginaire collectif. Or, dans une république en guerre, le silence est un luxe dangereux. Un point de situation régulier, associant la présidence, le gouvernement et les présidents de commissions clés, redonnerait au pays le sentiment que la main ne tremble pas, que les institutions respirent et que les désaccords se résolvent autrement que par les fermetures de bureaux. L'opinion n'attend pas l'infaillibilité, elle exige la sincérité et la constance. La question des traîtres au sein des institutions mérite, elle aussi, d'être ramenée dans le cadre du droit. Il faut la démystifier. Il n'existe pas de remède magique. Il existe des procédures et des conséquences. Des évaluations patrimoniales systématiques pour les décideurs sensibles, des contrôles croisés sur les circuits d'approvisionnement, une cartographie des conflits d'intérêts et surtout, une justice capable de juger vite et bien les atteintes à la sécurité nationale et à la probité publique. La fidélité à l'État ne se décrète pas, elle se construit par des incitations, des contrôles et des exemples. Un exemple surtout, la sanction effective. Dans un pays où les sanctions s'appliquent, la tentation de trahir diminue. Revenons à la scène fondatrice. Des députés déposant des pétitions avec un huissier pour tout témoin. Cet instant, s'il est bien traité, peut devenir un tournant. Non pas parce qu'il humilie un homme, mais parce qu'il rehausse l'institution. À condition d'inscrire la suite dans une dramaturgie républicaine, faire droit à la contestation, rendre public l'examen, décider sans revanche et repartir au travail. Il n'y a pas de honte à se corriger, il y a honte à persister dans l'opacité. Dans cette dramaturgie, Vital Kamerhe a une opportunité. Il peut choisir la confrontation et la fermeture, ou bien l'ouverture et la clarification.
Un chef se grandit en demandant l'examen, non en l'évitant. S'il a des arguments, que le Parlement les entende. S'il a des explications, que la nation les évalue. La politique congolaise a besoin de figures capables de transformer une crise personnelle en progrès institutionnel. À défaut, chacun devient prisonnier de son camp et le pays paie la facture. Ceux qui dénoncent la distraction doivent être cohérents. Si l'affaire est une diversion, abrégeons-la par la procédure la plus courte possible. L'Assemblée n'a pas vocation à monopoliser l'attention. Elle doit la mériter. Un calendrier d'une quinzaine de jours, des auditions ciblées, un vote, puis une bascule immédiate vers l'agenda sécuritaire et socio-économique. Voilà la discipline qu'un Parlement responsable s'impose. La lenteur nourrit le soupçon, la précision rassure. Reste l'argument ultime, celui qui plane sur chaque phrase, l'ennemi, au loin et tout près. Il exige de nous une vertu simple et difficile, la cohérence. La cohérence entre les objectifs proclamés et les moyens alloués, entre la parole et les actes, entre l'indignation et la réforme. La cohérence est ce qui transforme une majorité politique en communauté d'action. Sans elle, les slogans s'évaporent, les alliances se fissurent et les victoires deviennent impossibles. Dans cette perspective, plaider pour une poigne n'est pas contradictoire avec la défense de l'état de droit. Il faut de la poigne pour faire respecter les procédures. Il faut de la poigne pour vaincre la tentation de l'arbitraire. Les démocraties ne sont pas faibles parce qu'elles ont des règles. Elles sont fortes parce qu'elles les appliquent même dans la tempête. Un président qui résiste à l'impatience et accélère la justice, un parlement qui s'autocorrige et renforce son contrôle, une armée qui se purifie et resserre ses rangs, c'est ainsi que la RDC triomphera. Que restera-t-il de cette crise dans quelques mois? Deux scénarios s'offrent à nous. Dans le premier, le pays s'enferre. La polémique s'étire, les camps se radicalisent, la procédure s'enlise, le front s'impatiente et l'opinion, lassée, décroche. Dans le second, le pays respire. L'Assemblée tranche, la lumière est faite, les responsabilités sont assumées et l'on revient à la tâche commune. La différence entre les deux ne tient pas à la chance. Elle tient au courage politique et à la qualité des institutions. Autrement dit, elle tient à nous. Il ne s'agit pas d'idéaliser la mécanique parlementaire ni de diaboliser une personne. Il s'agit de rappeler que la République n'est pas un paquebot livré aux humeurs d'un capitaine. Elle est une flotte où chaque navire doit tenir son cap. Le président, le Parlement, la justice, l'armée, la presse, la société civile. Chacun a une part de la solution. Et la solution, ici, a un nom simple. La clarté. Clarité sur l'argent, clarité sur les procédures, clarité sur les priorités. Quand tout est clair, les bruits perdent leur puissance, les manipulations leur efficacité et les ennemis leur avantage. Alors oui, il faut de la fermeté. Oui, il faut de l'exigence. Oui, il faut parfois bousculer les habitudes. Mais cette fermeté, cette exigence et cette rupture doivent être celles de la loi, non celles de l'humeur. C'est la seule manière de gagner deux guerres à la fois. Celle que l'on voit, avec ses cartes, ses lignes de front, ses victoires et ses pertes, et celle que l'on voit moins, qui se joue dans les bureaux, les budgets, les commissions, les consciences. La RDC mérite un État qui gagne les deux. Dans quelques années, on relira sans doute les procès-verbaux de cette période. On y verra des noms, des dates, des votes, mais ce qu'on jugera, ce n'est pas la qualité littéraire des débats, c'est la tenue d'une nation quand elle fut sommée de choisir entre la facilité et la maturité. Les pétitions contre Vital Kamerhe auront alors la valeur qu'on leur donne aujourd'hui, celle d'une épreuve. On peut la rater, on peut la transformer. C'est le privilège
et la responsabilité des Congolais libres. Le dernier mot appartient à cette idée simple. Ce qui affaiblit le plus un pays en guerre, ce n'est pas d'avoir des crises, c'est de ne pas savoir les résoudre. Résoudre, ce n'est pas annihiler l'adversaire, c'est faire triompher la règle. Résoudre, ce n'est pas crier plus fort, c'est écrire mieux, contrôler mieux, décider mieux. Résoudre, ce n'est pas accélérer en dehors du droit, c'est accélérer le droit lui-même. À cette aune, l'affaire Caméré ne sera pas jugée sur la colère qu'elle aura suscitée, mais sur la clarté qu'elle aura produite. Et si cette clarté permet au Parlement d'être plus ferme, à l'exécutif d'être plus fiable, à l'armée d'être plus soudée, alors cette crise aura, paradoxalement, servi la patrie. Au fond, la tentation de tout arrêter pour imposer l'ordre révèle un désir authentique, que l'État soit enfin fort. Mais un État fort n'est pas celui qui crie, c'est celui qui tient. Tenir ses règles, tenir ses promesses, tenir sa ligne, tenir un Parlement qui se corrige, tenir une justice qui tranche, tenir une armée qui obéit pour de bonnes raisons, tenir enfin la confiance fragile d'un peuple qui a tout enduré et qui attend la preuve, pas la promesse. À cette condition, la RDC retrouvera ce qui fait les victoires durablement. Un centre solide, des institutions crédibles et une volonté partagée. C'est ainsi que l'on gagne la guerre visible et la guerre invisible. C'est ainsi que l'on construit la paix. Terminant aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé le projet de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Famba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain qui va nous amener tout de suite dans notre travail. Nous avons promis aux députés après les consultations de tous les caucus que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans les circonscriptions électorales de nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression, ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations, il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre en réservation avec le Parlement,
dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là, et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale.